Salut François, je voulais aborder avec toi quelques sujets parce que d'abord parce que je suis censuré de ta page Facebook et qu'il m'est très difficile d'interagir avec toi ou ton équipe directement. T'es démocrate mais jusqu'à certaines limites hein, et c'est l'un des sujets d'ailleurs que je compte aborder avec toi. Et commençons par un petit historique si tu veux bien. J'ai donc été adhérent de l'UPR durant l'année 2012 et j'ai quitté le parti en 2013. Alors je romps ici tout de suite une polémique qui est assez récurrente sur les causes de mon départ. Non, je n'ai jamais été exclu de l'UPR. Logiquement, toi-même, tu le sais bien, puisque je n'ai jamais reçu de lettre de l'UPR qui m'excluait. En revanche, j'ai reçu une lettre qui me disait que j'étais suspendu de l'UPR pendant 6 mois. Une suspension n'étant pas une exclusion. Simplement, à l'issue de cette suspension, où je redevenais un adhérent tout à fait normal et lambda, moi, je n'ai jamais renouvelé mon adhésion à l'UPR, donc en 2013. Tout simplement parce que nous avions un désaccord, toi et moi, et qui avait d'ailleurs même valu une petite engueulade, on va dire, à mon propre domicile, puisque j'avais organisé une conférence à Bordeaux pour toi, du temps où j'étais militant. Tu le sais bien, j'étais quelqu'un qui avait aussi... j'étais dans les tout premiers militants bordelais, on n'était que 3 à l'époque, hein, ça remonte déjà à quelques années. J'avais cherché des parrainages de maire, d'ailleurs c'est à l'occasion de cette recherche de parrainage et de quelques courriers à bien sentis envoyés au CSA, que tu avais été assez choqué de ma virulence, de mon désir d'être un petit peu plus percutant et un petit peu plus agressif, que tu m'avais suspendu. Je peux l'entendre, je comprends que ça n'est pas du tout ton mode d'action. Et c'est un sujet que nous allons brosser. Alors, donc dans cet historique-là, j'ai ensuite été au MPEP, hein, qui est devenu le PARDEM aujourd'hui, et dans l'espoir en me disant, tiens, ça c'est la gauche, d'abord je m'y retrouve du point de vue de mes idéaux, ils n'ont pas peur d'y aller fort sur des grands débats intellectuels propres au socialisme, à l'écologie, etc. C'était beaucoup plus complet intellectuellement. Et puis surtout, je me disais, comme il y a quand même une petite tradition militante à gauche, ça va booster un peu, ça va aller plus loin. Bon, la vérité, c'est que je me suis rendu compte que c'était beaucoup de vieux communistes, hein, comme au PRCF, et que malheureusement, ils étaient eux-mêmes pas très militants, pas très offensifs, et donc à un moment, j'ai lâché l'affaire aussi avec le MPEP. Et depuis, je n'ai plus jamais adhéré à un parti politique, parce que les partis politiques sont une façon finalement de nous diviser, et tu le sais bien. D'ailleurs, on t'a posé une question récemment sur YouTube qui consistait à savoir si tu ne craignais pas que l'UPR rentre dans un certain schéma partisan et que les partisaneries, enfin voilà, est-ce que la partisanerie n'est pas quelque chose contre laquelle il faut veiller à faire attention. Et tu as buté en touche, tu as répondu complètement à côté de la plaque, alors que la question était, ma foi, plutôt intéressante, assez sérieuse. Tu sais très bien que les partis politiques sont des histoires de chapelle. Il y a quelques têtes pensantes, on va pas dire des gourous, parce que ce serait revenir sur des diffamations qui t'ont été portées, mais c'est un petit peu le délire. C'est très religieux, un parti politique. Mon parti est meilleur que le tien, ma Bible, mon programme, c'est mieux que le tien, mon chef est bien meilleur que le tien, mes idées sont bien meilleures que les tiennes. Voilà, c'est un peu ça l'esprit de parti. Donc, et toi tu rentres complètement dedans, parce que si on trace un petit peu l'historique, il y a une époque où feu Éric Marie, qui a été de très loin de tes meilleurs militants et que tu as éjecté, hein, on va en parler un peu, avait réussi à organiser un espèce de rendez-vous, une discussion avec le PRCF et le MPEP à l'époque, pour t'inviter à quelque part trouver une façon de t'associer avec eux, d'essayer de mener un combat en étant un petit peu plus rassemblé, un peu plus fédérateur. Et
ce que m'avait dit Eric Marie, c'est que en fait, tu lui avais donné quelques consignes pour faire un peu capoter tout ça. Et d'ailleurs, dans ce rendez-vous, tu avais clairement dit, en gros, pour qu'on se réunisse tous ensemble, c'est simple, vous rentrez dans mon parti politique. C'était un peu le message que tu avais donné. Je trouve ça absolument scandaleux parce qu'en fait, tu disais à ces gens qu'ils devaient jeter tout ce qu'ils avaient bâti, même en histoire politique, pour s'associer avec toi, alors qu'ils étaient tout à fait d'accord sur les piliers essentiels de la charte, à savoir la sortie de l'UE, l'euro et l'OTAN. Mais non, toi tu voulais absolument qu'ils se rassemblent derrière toi, en niant le fait que le PRCF, c'est aussi un certain nombre de personnalités, comme Léon Léandini, Georges Gastaut, Annie Lacroix-Rie. Le PARDEM, anciennement le MPEP, c'est Jacques Nikonov essentiellement qui tient ce parti, mais voilà, ce sont quand même aussi des intellectuels qui ont beaucoup creusé les questions et qui, à l'époque même de la naissance de l'UPR, étaient déjà en train de contester la légitimité de l'Union européenne. Hein. Tu n'es pas le premier du tout à avoir porté des attaques très vives contre l'Union européenne et avoir dit qu'il fallait en sortir. Non, là où tu as été le premier, c'est que tu nous as fait une véritable explication juridique des traités et que tu nous as expliqué par A plus B pourquoi il n'y avait pas d'autre choix que d'en sortir. Ça, c'est bien vrai. Les autres avaient plus un discours politique et moins juridique, alors que le droit est quand même quelque chose d'essentiel pour bien comprendre les mécanismes dont on parle. Et c'est en cela qu'effectivement tu as fait une pédagogie qui est fort louable et qui a énormément secoué les gens, tout simplement parce que pour la première fois, un homme politique, était en train de faire le lien entre le droit existant et la politique, en train de nous dire, voyez, quand des élus, des représentants décident des mesures politiques, ça fait bien des lois et ça fait système, ça fait des mécanismes qui expliquent pourquoi le libre-échange, c'est pas qu'une vue d'esprit, c'est carrément institué par traité. Les problèmes monétaires, c'est pas que des vues d'esprit, c'est institué par traité, donc ça fait système, c'est imposé, c'est le droit. C'est ça que tu as apporté. Mais le problème, c'est que ça, c'est quelque chose que je t'avais un jour dit, c'est que tu as donné toutes les explications juridiques qui fait que ça dysfonctionne en France, et à aucun moment tu nous as donné des solutions aussi par le droit. C'est-à-dire que tu as bien voulu expliquer la solution de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, mais par exemple le droit de résistance à l'oppression qui est dans notre constitution, c'est pas quelque chose que tu expliques. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. Toi qui es quand même quelqu'un qui est passionné par l'histoire, je soupçonne la philosophie, tu aurais pu en parler, tu aurais pu évoquer un petit peu ce que c'est que le droit de résistance, pourquoi il existe dans notre Constitution, pourquoi ça a valeur de loi, et comment ça peut se décliner à notre époque contemporaine. Bon, non. De la même façon, tu n'es pas sans savoir que nos élites nous trahissent réellement, et pas que sur la question européenne qui est compliquée à démontrer du point de vue du droit parce que l'historique est tellement long et puis on a constitutionnalisé d'une certaine façon l'Union européenne malgré notre consentement. Bon, voilà, c'est un petit peu compliqué de parler de haute trahison là-dessus, mais sur d'autres affaires que toi-même tu avais soulevé, la question des Mistral, la question je pense que tu avais évoqué les guerres illégales, enfin des tas de choses comme ça. Non, là par contre, le droit français, le droit pénal français, t'as jamais voulu nous expliquer ce qu'il y avait dedans qui pouvait nous être bien utile. Bon, c'est pas très grave parce que du coup, je suis l'un de ceux qui ont souhaité m'engouffrer dans cette brèche-là et qui ont tenté de faire un peu de pédagogie, même si j'ai horreur de communiquer et que je suis pas très bon là-dedans. Enfin, j'aime bien l'écrit, mais je suis vraiment nul à l'oral, c'est pas mon truc. Mais enfin, je l'ai fait et ma foi, ça a été quand même un petit peu entendu. Pas avec la portée que j'espère pour pouvoir nous lancer, mais ça a été un peu entendu. Néanmoins, j'aurais préféré qu'un mec comme toi le fasse. Parce que quelque part, tu as un discours qui est révolutionnaire
sur le point de vue politique. Alors révolutionnaire dans le sens où on va prendre la sémantique du mot, hein. La révolution, c'est d'une certaine façon un retour comment dire, au point zéro d'un cycle. Donc pourquoi on parle de révolution? C'est peut-être parce que on sous-entend la restauration d'un ordre moral légitime, d'un ordre légal légitime, d'un état de droit qui n'aurait jamais dû être aliéné. La révolution n'est pas forcément qu'une somme de progrès instituée par un rapport de force, c'est d'abord une restauration morale de la société. C'est peut-être pour ça qu'on a voulu mettre ce mot-là pour qualifier des mouvements populaires qui débouchent sur l'éviction d'une oligarchie politique ou d'un chef d'État. Voilà. La révolution, de toute façon, c'est, en tout cas une révolution politique, c'est bien l'éviction d'une oligarchie politique. C'est une évidence. Et évidemment, ce mot-là, toi, te fait peur. Parce que la révolution, oh là là, droit de résistance, ça signifie une violence potentielle. Voilà, c'est chaud. C'est pas du tout ton état d'esprit. Toi, tu es quelqu'un qui est un haut fonctionnaire avec un certain niveau de vie, une certaine culture, un certain conservatisme moraux, une image, surtout, ça c'est le plus important pour toi, une image à véhiculer de quelqu'un de droit, de pondéré. Enfin voilà, c'est d'ailleurs une image que tu as raison de garder, et puis une façon d'être qui est très bien. Le parti politique que tu as fondé a besoin de ce que tu es aujourd'hui, ne change surtout pas. Mais en fait, je pense que d'abord que tu as un regard sur le fait révolutionnaire et le rapport de force qui est peut-être un petit peu exagéré, qui suppose des potentiels qui sont pas forcément, enfin qui sont tout à fait évitables. Enfin voilà, je pense que tu mystifies, voilà, le fait révolutionnaire comme quelque chose qui est nécessairement violent. Alors il est vrai qu'au regard de l'histoire, des violences durant les révolutions, il y en a eu. Mais on est en 2018, hein, et tu sais, les choses peuvent se passer autrement. De la même façon qu'un rapport de force n'est pas nécessairement violent. C'est un rapport de force pour faire une pression politique qui soit populaire, mais qui n'est pas forcément violente. On va en parler tout à l'heure. Enfin voilà, il y a déjà cette dimension-là qui, toi, ne te correspond pas parce que tout simplement, moralement, dans ton éducation, dans l'image que tu souhaites véhiculer, tu ne peux absolument pas te permettre, et tu n'es d'ailleurs pas dans cette vision d'esprit, ça n'est pas ta façon de fonctionner, ta mécanique d'esprit, tu n'es pas dans cette optique-là. Il faut que ça se passe dans le cadre institutionnel légal, à savoir un ordre électoral. Sauf que, cher François, je comprends que tu sois comme ça, et c'est nécessaire encore une fois pour le parti politique que tu soutiens, parce que c'est justement la caution politique que peuvent avoir des révolutionnaires que d'avoir des intellectuels, des politiciens qui ne sont pas dans un esprit de rapport de force, mais dans une démarche strictement pédagogique et intellectuelle pour défendre des convictions. Mais tes militants, eux, franchement, je parle avec beaucoup d'entre eux, et je travaille même avec beaucoup d'entre eux. Hein, c'est assez amusant de voir que finalement, toi, tu peux pas tellement m'encadrer, mais au final, c'est bien avec tes militants que j'ai beaucoup d'affinités, entre autres, hein, pas que. Et il faut bien voir que tes militants, pourquoi tu progresses bien, c'est d'abord parce que tes militants sont des putains de trolls et des gens qui sont farouchement énervés. Ils en ont marre, là. Si tu leur lâchais un petit peu la bride, crois-moi qu'ils iraient beaucoup plus loin. Bon, tu les brides un peu. Et c'est ça qui va être le sujet principal de mon exposé. C'est que toi, tu as ta façon d'être, mais les gens qui sont dans ton parti politique ne sont pas forcément dans ton état d'esprit, n'ont pas forcément ton niveau de vie, tes repères culturels, tes repères moraux,
et ne sont pas forcément dans une démarche qui est toujours gentillette et sage. Hein, ils ont, pour beaucoup, une envie d'en découdre avec le système qui est furieuse, qu'ils ont envie que ça bouge. Et d'ailleurs, tu le constates bien dans les vidéos YouTube que tu fais assez régulièrement, dans tes entretiens, on te pose très régulièrement des questions sur le fait, c'est quand qu'on se rassemble, c'est quand qu'on fait quelque chose, qu'on institue d'une certaine façon un rapport de force, qu'on devient visible collectivement. Ce à quoi tu réponds toujours, mais toujours, hein, ça c'est un truc qui est absolument fou, que d'abord tu crains que nous ne serions pas assez nombreux si une manif était organisée. Mais tu te fous de leur gueule. Je veux dire, les universités d'automne, comme ton dernier congrès durant les présidentielles, c'est des milliers de personnes qui sont venues. Hein, moi, j'étais à ton dernier congrès, j'étais venu te voir. Il y avait plus de 3000 personnes. Il y avait presque, je crois même qu'il y avait facilement 5000 personnes. Il y avait du monde. Donc ne dis pas que si tu es appelé à manifester, il y aurait peu de monde. C'est pas vrai. En plus, tu peux le vérifier assez facilement par anticipation. C'est ce que tu fais d'ailleurs pour tes propres universités pour réserver, tant par un système d'inscription par mail qu'aujourd'hui avec les outils Facebook, comme les pages événementielles, on peut savoir un peu à l'avance combien de personnes viendraient. Donc arrête de mentir sur ce sujet, parce que pour moi c'est du pur mensonge qui t'arrange bien. Que de dire on pourrait être ridicule si on n'est pas assez nombreux. C'est pas vrai. Tu sais très bien qu'il y a beaucoup de tes militants qui bougeraient parce que justement ils en ont marre et qu'ils seraient très nombreux à venir, et qu'il n'y aurait pas d'ailleurs que des militants UPR. Il y aurait beaucoup de gens qui ont en sympathie plus ou moins l'UPR, mais qui en tout cas en ont marre de ce climat de censure, de propagande, et qui voient bien notamment que l'UPR incarne d'une certaine façon, avec d'autres mouvements, d'autres faisceaux d'idées, la victime de cette censure. Donc de toute façon, il y aurait du monde. Arrête de dire que tu aurais peur qu'il n'y ait pas assez de monde. Par ailleurs, même s'il n'y avait pas assez de monde, même s'il y avait que quelques pécores qui se déplaçaient, toi, c'est ton image en fait pour laquelle tu as peur, parce que tu ne cesses de penser à ton image, parce que pour toi, ton image incarne le parti, mais pas seulement en vérité. Je pense que c'est d'abord un souci personnel, ton image. Il y a quelque chose que tu as un problème avec ton image, un problème d'ego, hein, très clairement, où tu tiens absolument à ce que le regard que l'on te porte soit toujours positif sur ta nature intellectuelle, pondérée, etc. Il y a quelque chose comme ça en toi qui veut pas se décoincer. Mais donc je disais donc, s'il y a quelques personnes seulement qui se déplacent à un appel, pourquoi tu serais ridicule? Pourquoi l'UPR serait ridicule? Je suis désolé, moi j'ai fait des manifs devant la maison de la radio, BFM, France Télévisions, etc. Alors si la toute première manif que j'avais organisée, on avait bien été plus de 3000 personnes, les autres manifs malheureusement qui étaient dans des spots stratégiques, on était beaucoup moins. On a été au mieux 200 personnes et au pire quelques dizaines de personnes. Mais à aucun moment je me suis senti ridicule. J'étais triste effectivement qu'on soit pas assez nombreux parce qu'on pouvait pas du coup se faire entendre comme on le souhaitait. Mais je me suis à aucun moment senti ridicule. J'étais plutôt fier et à l'idée que des gens soient quand même venus et que j'ai pu, enfin voilà, que ces gens-là se soient bougés. J'étais fier d'eux. Je me disais, ces gens ont tout compris. Ils ont pris du temps. Ils se sont déplacés. Ils sont venus. Ils n'étaient pas ridicules. Et puis en plus, à toutes ces manifs que j'avais organisées où on n'était pas nombreux, on avait quand même réussi à s'entretenir avec des directeurs éditoriaux, des journalistes, des trucs comme ça, des gens qui travaillaient dans ces médias, publics ou privés. Il y a même tout un tas d'enregistrements sur YouTube qui ont été diffusés sur des questions que je leur posais, sur ce climat de censure, de propagande, etc. Donc c'était pas perdu. Et là, c'est que moi. Je veux dire, moi, je suis rien du tout. Je suis pas un politicien. Je suis pas quelqu'un qui aime communiquer. Je suis donc quelqu'un qui a un auditoire beaucoup plus restreint que le tien. Et pourtant, on avait quand même réussi ça. Toi, tu es quelqu'un qui a un auditoire large, désormais,
plus de 30 000 adhérents, des tas de sympathisants, plus de 100 000 personnes qui ont voté pour toi, enfin pour ton parti en tout cas, lors des dernières élections. Donc il y a de quoi être rassuré. Et puis bien au-delà de tes sympathisants, tu es très connu par au moins peut-être 500 000 personnes, voire 1 million, si c'est pas plus. Donc lorsque tu communiques, tu as une portée, une audience qui est très large, et tu sais très bien que statistiquement, si tu as 100 000 personnes qui entendent un message d'appel à la mobilisation, et bien sur ces 100 000 personnes, il y aura 1000 personnes qui se bougeront. Minimum. Ça peut être un peu plus, mais ça sera difficilement moins. C'est de la statistique, hein. On sait très bien que la majorité des gens se bougent pas quand bien même ils sont politisés, quand bien même ils sont en colère, parce que malheureusement en France, on a des révolutionnaires de canapé pour l'essentiel du temps, hein. On a des gens qui considèrent que blablater sur la politique, contester le système, se flatter d'avoir raison avec ses copains idéologiques, c'est quelque part refaire le monde. Bon, c'est un petit peu malheureux, mais les réseaux sociaux ont contribué d'une certaine façon à ramener les gens à rester chez eux plutôt que de se bouger. C'est l'angle négatif de l'apport de la technologie Internet. Néanmoins, l'angle positif, c'est que Internet a quelque part institué techniquement la démocratie directe, a permis de partager beaucoup plus aisément le savoir, et notamment sur les questions politiques, et aussi une capacité à se faire entendre malgré la censure pour pouvoir mobiliser. Donc on sait très bien que ce sont toujours des minorités agissantes qui se déplacent quand un appel est perçu par des dizaines, des centaines, voire des millions de personnes. Mais cette minorité agissante, c'est celle qui a toujours changé les choses dans l'histoire. La révolution de 1917 en Russie, ce sont quelques dizaines de milliers de personnes. C'est pas la Russie tout entière qui comportait, il me semble, plus de 100 millions de citoyens russes. C'est pas tous les Russes qui ont fait la révolution. De la même façon que la Révolution française, si c'était un mouvement beaucoup plus populaire et diffus et complexe sur le temps long, ça n'était pas la totalité des Français qui étaient en train de faire la révolution. Ça n'a jamais été comme ça. La Tunisie, qui est un pays d'à peu près 10 millions de personnes de mémoire, peut-être un petit peu moins, c'était maximum 1 million de citoyens de la rue. C'est beaucoup, c'est un dixième quasiment du pays qui était là, mais ça restait une petite fraction du pays. Ça n'était pas la totalité des gens. Les révolutions ne sont jamais faites par un peuple tout entier, on n'a jamais vu ça. C'est toujours une minorité agissante qui change les choses. Et tu sais très bien en outre qu'une révolution, c'est pas tant le fait qu'une minorité agissante mette en état de crise le pays. La réalité, c'est plutôt qu'au moment où le pays se retrouve justement dans ses difficultés du fait de ces mouvements populaires et que ça s'éternise, que les institutions les plus régaliennes, en général l'armée, finit par siffler la fin de la partie en considérant que la seule façon de régler le problème finalement c'est de ne plus reconnaître l'autorité du chef d'État contesté. C'est pour ça qu'à chaque fois les révolutions se terminent toujours par un haut gradé militaire et qui finit par dire, par exemple c'était le cas en Tunisie, à Ben Ali, merci d'être passé mais bon vent, c'est la seule façon de restaurer l'ordre. Donc la révolution, c'est un phénomène qui mérite, un phénomène politique, sociologique, qui mérite d'être expliqué. Et je sais très bien que c'est pas toi qui en parlera, alors que c'est con, parce que pour le coup, toi qui es un passionné d'histoire, il y aurait beaucoup de choses que tu pourrais apporter. Il y aurait les bons aspects, les mauvais aspects, les précautions à prendre. Il y a beaucoup de choses que tu pourrais raconter, beaucoup d'exemples que tu pourrais évoquer, des révolutions qui ont bien marché, qui étaient très pacifiques. Et notamment pour les dernières dans notre temps contemporain avec leurs différences, et des révolutions qui étaient beaucoup plus sanglantes, mais parce qu'on n'était pas dans les mêmes périodes. Enfin voilà, ça c'est des sujets qui ne branchent pas, alors que ça devrait être branché pour plusieurs raisons. D'abord,
parce que tes militants, eux, veulent instituer un rapport de force et se rassembler et n'en ont rien, et ne se présentent pas à des élections. Je veux dire, tu as peut-être une poignée de tes militants qui se présentent à des élections parce que je n'ai plus le terme en tête, mais bon, vous les instituez en tout cas pour prendre ce rôle-là. Mais la majorité de tes militants, eux, n'ambitionnent aucune carrière politique, aucun mandat particulier. Ce qu'ils veulent juste, c'est que les choses reviennent dans un certain ordre, pour le coup. Hein, la plupart de tes militants, donc, n'ont pas d'ambition politique particulière. Ils veulent juste que les choses changent, qu'elles reviennent à un certain état de droit. Ça, c'est un premier point, et c'est quelque chose qu'il faudra qu'un jour tu entendes. Tout le monde n'est pas toi, tes militants ne sont pas toi, ils n'ont pas les mêmes ambitions, ils n'ont pas la même démarche de vie, ils n'ont pas le... S'ils te soutiennent, c'est simplement parce qu'ils te font confiance sur tes idées, parce qu'ils voient bien que tu es quelqu'un qui lâche rien, qui est tenace, qui ne nous prend pas pour des cons, en tout cas sur la pédagogie populaire que tu peux fournir, mais ils n'ont pas forcément tes vues d'esprit. Et que voulais-je dire par là? Tu devrais penser à la révolution, donc déjà parce que beaucoup de tes militants, sans parler de révolution précisément, t'évoquent très régulièrement le fait de manifester, d'instituer un rapport de force, de se faire entendre beaucoup plus, de façon beaucoup plus percutante. Et ça, bah, tu l'entends pas. Tu t'en fous complètement. T'as d'ailleurs jarté Éric Marie, tu m'as jarté moi alors que je vais pas me passer du polish hein, parce que franchement il y a beaucoup de choses qui pourraient bien équilibrer le personnage que je suis dans ces nuances. Hein. Personne n'est parfait. Mais tes meilleurs activistes qui étaient Éric Marie, moi-même et Yannick Hervé aussi, tu les as jartés. Alors que ces gens-là étaient finalement tes meilleures forces militantes, celles qui étaient capables de transcender ta propre vision, ta propre morale, ta propre conception des choses, pour finalement proposer des méthodes alternatives de militantisme qui ne soient pas que du tractage, du boitage ou des banales conférences, qui avaient l'idée de se dire bah tiens, on va être un petit peu plus offensif, on va tisser des réseaux, on va être un peu plus agressif. Et c'est ce qu'a toujours eu besoin l'UPR face à la censure. Tu sais très bien que les Français aiment la subversion. Hein, c'est pas quelque chose qui est considéré comme malsain, comme immoral. Au contraire, en France, les gens qui sont subversifs sont très appréciés. Et toi, tu es très lisse. Je veux dire, t'es même chiant, quoi. Tu te répètes, t'es redondant, tu veux absolument être quelqu'un qui passe pour être ce que tu es d'ailleurs, hein, pour quelqu'un de pondéré. Mais enfin voilà, c'est du coup aussi ton côté un peu chiant. Hein, quand je discute de toi avec certaines personnes qui te connaissent plus ou moins, en général, c'est ce qu'ils disent. Il est gonflant, il est chiant. Il a raison, il est sympa, Asselineau, mais qu'est-ce qu'il est chiant, quoi. On s'emmerde un peu. Bon. Et pourtant, faut que tu restes tel que tu es. Hein. Le but du jeu, c'est pas de te dire faut que tu sois plus subversif ou que tu prennes des dispositions d'esprit qui ne sont pas les tiennes. C'est pas du tout l'objet. C'est juste que tu captes que il faut de tout pour faire un monde. Que tes idées en matière de militantisme ou de communication ne sont pas forcément les plus à même de permettre à l'UPR non pas de se contenter d'être à 30 000 adhérents, mais à viser carrément le million très très rapidement et surtout se faire entendre dans les médias. Je veux dire, si tu veux briser la barrière de l'ascension, à un moment, il va falloir frapper fort. Ça, c'est clair. Donc déjà, tu devrais écouter tes militants. Ensuite, je te ferai remarquer que pendant que on fait le cycle des élections, hein, où on sait très bien que t'aies 30 000 adhérents ou pas, tu peux en avoir 100 000, tu peux en avoir beaucoup plus encore. Dès lors que les médias te censurent et qu'ils font la promotion des félons de la République, hein, Macron, Hollande, Sarko, etc., qu'ils décident pour nous qui peut être élu ou pas, le jeu est fait dès le départ.
Je veux dire, on sait très bien que le jeu électoral est plié d'avance à chaque fois. Mais toi, pendant qu'à chaque fois tu attends que un nouveau cycle électoral commence, mais en attendant, la situation s'aggrave sur tous les plans, que ce soit sur le plan du démantèlement de la France progressif par le haut et par le bas. Bon, on va pas en parler, tu connais bien tous ces sujets. Sur le plan géopolitique, sur le plan du financement du terrorisme, sur le plan de l'économie, sur le plan du social, tout se dégrade en attendant. Et il y a des tas de gens qui en meurent, hein. Il y a des gens qui meurent dans la rue, qu'on aurait peut-être pu sortir de là, voire éviter qu'ils en arrivent à se retrouver dans la rue si peut-être, je sais pas, en 2012 ou en 2015, il s'était passé quelque chose de fort en France qui avait fait que toi et d'autres, vous auriez été placés au pouvoir par des révolutionnaires de telle façon à changer les choses dans le bon sens et à relancer de l'emploi, relancer du social, relancer de la démocratie et finalement, en fin de compte, éviter que des gens se retrouvent à la rue grâce à cela, parce que l'économie serait dynamisée, que des gens meurent sous des bombes françaises parce qu'on arrêterait d'en vendre à l'Arabie Saoudite. Hein, il y a actuellement, je sais plus c'est quoi le nom de cette ministre de la Défense, Madame Parly, voilà, qui disait récemment que elle était tout étonnée que l'Arabie Saoudite ait fait usage des armes qui ont été vendues par la France contre les Yéménites. Non mais enfin, à un moment, bon, eux nous prennent pour des cons, mais toi tu sais très bien que sur le plan de la vente d'armes, par exemple, je suppose, j'espère que je suis pas trop innocent et que j'ai pas tort de le penser, que bien sûr la France continuerait de vendre des armes, d'exporter des armes à des pays, mais que tu serais beaucoup plus précautionneux sur les contrats, et puis sur les garde-fous qui seraient posés sur ce genre de transactions. Bon, en attendant, ceux qui sont aux manettes, eux, n'en ont rien à foutre. Et il y a du sang qui coule partout dans le monde. Et puis la France est haïe. Je veux dire, le terrorisme, on sait très bien que il est venu en France parce qu'on a financé des terroristes sous Hollande notamment. Hein, mais on peut remonter à Sarkozy avec la guerre en Libye où tout ça a commencé. Et que du coup, pour les pays arabes, la France est devenue un État voyou qui est à l'égal des États-Unis dans sa démarche. Donc ça ne pouvait que, sachant qu'on a des tas de problèmes de communautarisme en France, de ghettoisation de la société, avec beaucoup de gens qui sont musulmans, originaires du Maghreb, etc. Ça ne pouvait que faciliter un tel terreau au terrorisme en France. Et les gens qui sont à la tête du pouvoir ne sont pas stupides. Ils le savaient. Ils savaient ce que ça générait, ce que cela risquait de générer. Ils n'étaient pas stupides du tout. Donc, ces gens-là qui sont absolument cyniques, qui ont du sang sur les mains, hein, que ça gêne pas de se dire que leurs actions vont conduire à ce que des gens meurent, que ce soit sous des ponts ou sous les lames des couteaux, ou sous nos bombes, ça les dérange pas, eux. Mais en attendant, c'est des vrais gens qui meurent. Parce que rien ne se passe. Donc quelque part, quand toi tu nous joues la carte du jeu électoral en sachant que de toute façon c'est joué d'avance, c'est pipé d'avance, hein, tu le vois d'ailleurs à chaque résultat électoral, bon, c'est médiocre et tu le sais bien et qu'il va falloir des années et des années avec ce jeu-là. Il faudrait des décennies avant que l'UPR soit un parti qui s'élève au-delà de 50% de voix. Mais d'ici là, la France aura disparu. Toi, tu seras certainement mort, parce que je te rappelle aussi que tu as 60 ans désormais. 60 ans, je te souhaite une vie longue, mais enfin bon, on peut supposer que d'ici 10 ans, déjà, ce sera terminé pour toi en termes de carrière politique, parce que tu n'as pas envisagé un mandat présidentiel à 70 ans. Sachant que entre 70 et 75, même si tu peux être bon pied bon oeil, bon, tu peux aussi tout à fait mourir tout simplement d'une crise cardiaque, de vieillesse. C'est aussi bête que ça. Donc c'est un petit peu l'analyse qui avait été faite d'ailleurs pour Mélenchon. On se disait voilà, il a 69 ans, c'était sa dernière carte électorale pour
pour les dernières présidentielles, on sait que pour les prochaines, il aura 74 ans, c'est fini. Bon bah toi, tu as 60 ans, donc t'as pas trop le temps. Hein, je veux dire, au vu de ton âge, si tu veux vraiment prendre les rênes du pouvoir, bah d'abord, dans 5 ans, tu auras 65 ans, donc 65 ans, ça passe encore, et dans 10 ans, tu auras 70 ans. Bon, si tu vois bien que les choses sont longues, nous, en attendant, on est en train d'en crever, parce que nous, on n'est pas dans ta démarche, encore une fois, on n'a pas ton niveau de vie, on n'a pas... alors, je dis pas que ton niveau de vie est magnifique aujourd'hui, quand bien même tu t'es assuré de récupérer un minimum avec l'UPR, tu te verses un salaire, c'est très bien, je conteste pas ça, t'as raison. Dès lors que t'es plus payé par la fonction publique, il faut bien que tu vives de quelque chose. Mais bon, tu gardes ton niveau de vie tel qu'il est. T'as toujours ton appart de standing sur Paris. T'as pas cherché à déménager pour réduire un petit peu la voilure. Voilà, bon, je comprends. Tu gardes tes acquis de confort. T'as bien raison. Pourquoi s'emmerder? Mais les gens ne sont pas, en France, la plupart de tes militants ne sont pas dans les mêmes facilités, dans le même niveau de vie. Moi, par exemple, je suis au RSA. Je touche 500 balles. Ça fait 7 ans que je suis investi à plein temps dans le militantisme. Bon, il y a aussi des erreurs, il y a aussi des manquements, des choses de ma part qui font que ma situation est précaire. Tout n'est pas lié que à mon investissement militant. Mais néanmoins, je suis pas le seul. On est des milliers et des milliers en France à être dans une situation extrêmement précaire. Et beaucoup de gens se battent d'ailleurs dans ces gens les plus précaires parce que eux n'ont plus rien à perdre. Toi, t'as beaucoup de choses à perdre. Et c'est peut-être pour ça que justement, t'es pas pressé, t'es pas aussi révolté que nous, du moins t'es pas assez révolté au point de dire peut-être qu'il va falloir mettre un petit coup de pression. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je tenais absolument à te faire entendre, François, parce que c'est le genre de discussion que je peux pas avoir avec toi, par exemple sur Facebook, puisque tu m'as censuré. Et ça va me permettre de basculer sur un autre sujet que je voulais brosser avec toi, qui est la question de la démocratie. Alors, moi je me rappelle à une université d'automne, je crois que c'était celle de 2013 ou 2014, je sais plus. Enfin, Étienne Chouard était invité et tu avais eu un débat avec lui. Je t'avais trouvé hyper méprisant avec lui. Vraiment pas cool. Bon, tu l'avais invité et je pense pas que tu étais malveillant. Mais ça se voyait que tu étais emmerdé avec les débats soulevés, les questions soulevées par Étienne Chouard, parce que tu as un problème avec la démocratie. Tu dis que tu veux restaurer la démocratie en France, du moins en instituer des grands principes tels que le référendum d'initiative populaire. Donc je peux pas te blâmer là-dessus. Je veux dire, je suis d'accord avec toi, c'est très bien, c'est le minimum vital et je ne te soupçonne pas d'être un dictateur en puissance, bien au contraire. Simplement, la démocratie est pour toi un débat casse-gueule parce que tu sais très bien que notamment en France et plus encore s'il faut sortir de l'Union européenne, il va falloir un gouvernement fort et solide. Donc, comme en France, il y a toujours de la contestation, quoi qu'on fasse, on peut avoir les meilleurs. De Gaulle, par exemple, qui n'était pas exemplaire sur tous les plans, notamment dans sa politique africaine, mais enfin, qui en tout cas était très à cheval sur la défense de l'intérêt de l'État, était quand même très contesté. Mais 68, d'ailleurs, c'est sous De Gaulle. Et puis, ça n'est pas que lié à des comment on appelle ça, du lobbying, des influences qui ont été faites de telle façon à déstabiliser le gouvernement d'alors. C'est aussi parce que sur certaines questions, il y avait beaucoup de Français qui étaient fâchés et que De Gaulle, à l'époque, quand bien même il défendait l'intérêt de l'État, pouvait être contesté. Bon, toi c'est pareil, tu sais très bien que si tu devais avoir à gouverner le pays, quand bien même tu ferais de ton mieux pour défendre l'intérêt général, justement parce que parfois ça exige certaines radicalités et certaines mesures fortes, il y aurait la contestation, il y aurait des gens qui iraient dans la rue. Et d'ailleurs, si tu introduis le référendum d'initiative populaire, on peut supposer que dans cette contestation, il y aura une part qui se retrouverait dans des référendums qui viendraient contester tes politiques publiques. Ce qui en soi te gêne un peu, mais bon, tu te laisserais le temps d'avoir les garde-fous. Tu sais très bien qu'avant qu'un référendum d'initiative populaire soit institué, il se passerait du temps. Donc, quelque part, c'est là où tu es logique avec toi-même dans ta façon d'établir ton programme.
certainement même d'en imaginer l'agenda, parce que tu sais très bien que l'essentiel serait fait avant que la contestation puisse t'atteindre. Parce qu'en France, aucune contestation, si ce n'est par un rapport de force, n'a aucune chance de faire changer les vues d'un gouvernement qui a décidé d'aller jusqu'au bout d'une réforme. Et la démocratie, quelque part, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est finalement un peuple souverain qui a la possibilité par le bas d'exercer son autorité, alors que ce soit pour révoquer des dirigeants qui nous trahissent ou que ce soit pour légiférer directement, parce que c'est ça la démocratie, c'est le citoyen qui par le bas peut directement légiférer et voter les lois. Et ça, c'est un sujet qui, t'aimes pas ça, c'est, non. Non seulement tu es assez élitiste en considérant qu'il vaut mieux, même pour la question parlementaire, qui, autant je suis d'accord avec toi, un gouvernement, il faut des gens, des experts, des gens compétents qui maîtrisent leur dossier, ça, il n'y a pas photo. Mais pour des parlementaires, ce qu'essaie de te faire voir Étienne Chouard, c'est que... Je veux dire, les élus actuels au Parlement sont médiocres, ils sont débiles. Donc, de toute façon, la question de l'élitisme, on s'en fout un peu, parce que s'ils étaient tirés au sort, peut-être qu'ils seraient pas plus intelligents, pas plus éduqués, mais très certainement, on aurait beaucoup plus de contrôle sur eux, et ils auraient, comme ils viendraient du peuple dans sa généralité, dans toute sa diversité, il y a plus de chances qu'ils seraient moins corrompus, en tout cas... plus portés à défendre l'intérêt général parce qu'ils sont issus réellement du peuple et pas d'une petite oligarchie, d'une petite plutocratie. Voilà, c'est ce qu'essayait de te faire voir Étienne Chouard. Il avait totalement raison. Et en plus, nous sommes à une époque où, enfin, ma foi, on est à l'ère d'Internet, les idées circulent. Je veux dire, les lumières françaises aujourd'hui, c'est toi, Étienne Chouard, Sapir, Onfray et Michéa et tant d'autres, qui nous font réfléchir autrement sur des tas de sujets, que ce soit l'économie, la démocratie, etc. Et tu n'y peux rien, ça te dépasse. Je veux dire, d'ailleurs, s'il y a un référendum d'initiative populaire qui est organisé en France, que c'est constitutionnalisé, peut-être que l'un des premiers référendums qui apparaîtrait, ce serait pour lancer une constituante. D'ailleurs, quand j'avais discuté avec toi à Bordeaux, du temps où j'étais militant, on avait été dans un petit restaurant africain, je t'avais posé la question, combien de temps, après ton intronisation au mandat présidentiel, combien de temps il faudrait à peu près pour que tu puisses faire en sorte qu'une constituante soit organisée. Tu m'avais répondu, il faudrait au moins 2-3 ans. Le temps de pouvoir gérer l'essentiel. Bon, ça c'est pas quelque chose que tu as répété publiquement, c'est évident. Mais c'était une réponse franche que tu m'avais faite, que j'avais trouvé plutôt honorable, de me dire que oui, c'était tout à fait possible d'envisager une constituante, mais qu'il fallait quand même se donner un petit peu de temps pour pouvoir déjà régler l'essentiel avant. Et j'étais totalement d'accord avec toi. Pour moi, il n'y a pas forcément d'urgence à lancer un processus constituant, même si je pense qu'on peut le faire tout à fait concomitamment des réformes que tu suggères. Mais toi, tu ne veux pas. Et je trouve ça très con parce que quelque part, tu perds en crédibilité. D'abord, quand tu dis que l'UPR veut restaurer la démocratie, quelque part, sois démocrate jusqu'au bout. Arrête de censurer déjà des gens sur ta page parce qu'ils sont pas d'accord avec toi. Ou voilà, il faut arrêter avec ça. Je veux dire, quand on est démocrate, la critique, on se la prend, on se la bouffe et puis on l'accepte. Alors évidemment. Je peux comprendre qu'on n'accepte pas forcément de se faire insulter ou calomnier ou des choses comme ça, c'est une chose. Enfin bon, la critique politique, la critique sur la démarche ou sur la personnalité, faut se la prendre, faut accepter qu'elle existe et qu'elle soit là pour nous remettre en question, ou pas d'ailleurs, on n'est pas... Enfin bon, là-dessus t'es pas démocrate déjà sur la seule façon de gérer ta page Facebook. Mais t'es pas démocrate non plus dans le sens où... Bon, je comprends la nécessité d'un État fort, etc. Je partage complètement ton point de vue là-dessus. Mais à l'heure où de toute façon c'est quelque part annoncé, vu que les Lumières françaises sont déjà en train de repenser ce qui va mettre... si on reste dans le même phénomène
de lente destruction du pays jusqu'à un moment où le bouchon, la cocotte minute va sauter d'une certaine façon. Bon, on sait qu'à un moment, tous les débats qui existent sur Internet vont devenir les réformes révolutionnaires de demain, et notamment sur la démocratie. Toi, t'as rien à perdre, je veux dire. Si tu dis, je vais me mettre du côté de Chouard, finalement, qui est d'accord avec moi en plus sur la question de la sortie de l'UE, l'euro, l'OTAN, qui a un capital de sympathie énorme chez des tas de gens qui ne sont pas adhérents à l'UPR, mais qui, grâce à finalement les petits coups de pub que tu as fait, Étienne, et puis aussi le fait qu'il soit complètement d'accord avec toi sur la question de la sortie de l'UE, partagent la nécessité du Frexit. Simplement, eux sont des constituants. Ils veulent d'abord, ils considèrent que comment dire, le problème central, c'est même pas l'UE, c'est le fait qu'on ait eu des politiciens corrompus qui nous ont enfoncés là-dedans. Donc le problème central est la démocratie. Et je suis d'accord avec eux, c'est bien le problème de départ. C'est pas l'UE le problème de départ. C'est le fait que des salopards de politiciens nous aient envoyés dans l'UE, contre nous. Contre l'ordre constitutionnel même, parce que Séguin avait tout dit dans son immense discours à l'occasion de la ratification du traité de Maastricht. Le traité de Maastricht était littéralement l'anti-1789. Bon, pour que des politiciens nous aient envoyés là-dedans, c'est qu'il y avait déjà un problème de démocratie. Mais toi, si tu disais, bon, bah ok, je me range du côté d'Étienne, je souhaite que durant mon mandat, on lance un processus constituant, participatif, qui permette à tous les Français, qui est une assemblée constituante ou pas en tout cas, de pouvoir signifier leurs idées et puis proposer des idées, etc. Tu pourrais très bien l'organiser. Toi, tu t'en fous. Pendant ce temps-là, tu gouvernes. Je veux dire, le temps qu'un processus constituant débouche sur une nouvelle constitution, bah, en attendant, tu restes sous l'empire de celle de la Ve République. Donc toi, de ton côté, t'es pas gêné pour gouverner, parce que ça prend tellement de temps un processus constituant. Le dernier en date, c'est celui de la Tunisie. Faut voir ce que ça a pris pour des millions de personnes comme temps. Je veux dire, à une échelle du pays, enfin de notre pays, ça prendra encore plus de temps. Sois-en conscient. Je veux dire, t'as rien à perdre. Pendant que tu gouvernerais, un processus constituant se ferait. Ça prendrait des années avant que ça débouche sur une nouvelle constitution. Et puis surtout, les gens se diraient, merde, c'est quand même Asselineau qui nous a permis de changer qu'on s'autoconsulte, qu'on réfléchisse à une nouvelle constitution. Ce mec est un révolutionnaire, y compris sur le plan de la démocratie, parce que finalement, quand bien même il dirige le pays de manière forte, parce que ça, je ne doute absolument pas que toi, tu mettrais ton autorité en jeu et que tu serais inflexible là où tu considérais qu'il faut l'être. Et ce serait très bien. Il faut absolument que tu restes radical là où c'est important, quand bien même plus de démocratie ferait qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui te contesteraient, etc. Non, c'est à partir du moment où tu arrives au pouvoir d'une façon ou d'une autre et que tu arrives avec des idées que tu portes, il faut que tu ailles jusqu'au bout de tes idées. Ça, il n'y a pas photo. Je suis le premier à être d'accord avec toi là-dessus, vraiment. Mais en attendant, tu serais quand même le mec qui a permis à ce qu'un processus constituant soit initié en France, donc par le haut, avec un secrétaire d'État à la constituante, qui pourrait être Étienne d'ailleurs, qui organise tout le bousin. Toi, pendant ce temps-là, tu gouvernes. Et qu'est-ce que se diraient les gens ? Ah, c'est sous le mandat de François Asselineau qu'on a institué la démocratie. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Je veux dire, même si une élection était organisée au bout de 5 ans, après qu'une nouvelle constitution ait été votée, par exemple, à la fin de ton mandat, je pense pas qu'on retirait, parce que les gens sont quand même attachés au suffrage universel, ne serait-ce que pour le chef de l'État. Je vois pas un processus constituant nous ramener à l'ère de la Troisième République ou abolir la nécessité d'un exécutif. Ça n'est pas possible. Donc de toute façon, ça resterait quand même sur certaines choses, dans certaines normes connues, rassurantes. Donc, il y aurait toutes les chances que tu sois réélu dans la foulée, parce que tu serais justement celui qui nous a non seulement sorti du merdier européen et géopolitique économique actuel, mais en plus celui qui nous a instauré la démocratie pleine et entière, à ta façon. Donc, pourquoi tu as peur de la démocratie ? La démocratie, de toute façon, de ton vivant, tu n'en connaîtrais que des fragments si tu avais à gouverner, tu ne la subirais pas.
tu ne la subirais absolument pas, mais par contre, dans l'histoire, on retiendrait que c'est toi qui as réellement instauré la démocratie. On parlerait même pas d'Étienne dans l'histoire, on parlerait effectivement de lui s'il était parce qu'il y aura contribué d'une façon ou d'une autre, mais on sait très bien que ce qu'on retient à chaque fois, c'est le chef d'État qui était aux manettes. On considère que c'est lui qui est finalement responsable de toutes les politiques publiques, quand bien même on sait très bien que dans la réalité, ce sont souvent des gens qui étaient plus investis depuis longtemps sur une thématique particulière et qui ont pu avoir des responsabilités dans un gouvernement quelconque, qui ont permis des progrès. Donc là-dedans, je veux dire, c'est tout bénef pour toi. Si tu te rapprochais un peu plus d'Étienne, que tu lui faisais un peu plus confiance, parce que Étienne, la seule chose qu'il dit, c'est pas on change tout maintenant. À la rigueur, peut-être qu'Étienne te dirait peut-être que sur quelques réformes constitutionnelles qu'on peut faire en vitesse, si on a un congrès favorable ou par référendum, il y aurait peut-être des petites choses à ajouter encore, mais là-dessus, je pense pas qu'il serait chiant avec toi. Hein. Ce que tu proposes déjà en réforme constitutionnelle, c'est tout à fait suffisant. Mais par contre, lui, ce qu'il dit, il faut un processus constituant. Et il a raison. Et en plus, moi, je suis certain que tu te dirais, je me range du côté de l'avis d'Étienne, il faut qu'on organise une constituante, et si je suis élu, je m'engage à ce que l'on organise la constituante. Hein, donc je te mets d'accord avec lui sur les termes, etc. C'est ça qui est assez intéressant. Mais tu n'imagines pas le capital sympathique que tu gagnerais, le nombre d'adhérents que tu gagnerais. Tu n'imagines même pas. Et là, tu as déçu énormément de gens quand finalement tu as un petit peu snobé Étienne et que sur les questions de tirage au sort, les questions de constituante, tu freines des cas de fer. Faudrait que tu arrêtes, parce que toi, tu n'as rien à perdre. Personnellement et dans tes ambitions politiques pour la France, il n'y a strictement rien à perdre. De ton côté, tu gouvernerais tranquille. Alors maintenant, je voulais en arriver à ce qui m'intéresse réellement. Je comprends vraiment que tu puisses pas m'encadrer. Je m'en désole, parce que moi je t'apprécie énormément pour tout ce que t'as permis en moi. Tu m'as ouvert les yeux et quelque part, je suis toujours très redevable et j'ai énormément d'amitié pour les gens qui m'ont ouvert les yeux. Mais par contre, putain, je constate que les grands intellectuels, en général, ont toujours leur part de conneries ou de bêtises. C'est quelque chose qui m'avait surpris avec Frédéric Lordon. C'est quelqu'un que j'estimais énormément pour sa puissance de réflexion. Et puis je me suis rendu compte que ce mec-là, il était comme toi. C'est quelqu'un qui est tellement attaché à son image, à vouloir être assez lisse devant les médias, que lorsque j'avais été participer à Nuit debout, comme j'avais déjà les antifas qui m'avaient collé quelques articles dégueulasses pour me diffamer, qu'ils sont connectés à l'ultra-gauche un peu débile. Bon bah voilà, Frédéric Lordon apparemment avait eu vent de qui j'étais et m'avait clairement jeté et pris pour un connard de facho. J'avais été déçu. Je m'étais dit, tiens, voilà, une puissance intellectuelle qui voit un jeune activiste enfin jeune, je suis de moins en moins jeune, mais un activiste qui se bat contre l'Union européenne et qui en fait son cheval de bataille particulier, puisque moi je décroche les drapeaux européens, je propose de franciser la monnaie, je propose des manifs, enfin c'est quand même des choses assez populaires et qui peuvent faire écho avec son discours. Non, il m'avait carrément pris pour un facho, quoi, pour un mec d'extrême droite. Et il voulait pas discuter avec moi. Enfin voilà, il avait eu un ton très méprisant. Et puis c'est quelqu'un qui encourageait en plus à Nuit debout un service d'ordre ultra politisé des antifas, très clairement, qui venait faire la chasse à ceux qui ne pensaient pas correctement. Bon, sur une place publique. J'avais été très déçu. Et toi, de la même façon, t'es un peu décevant. C'est-à-dire que t'es un grand intellectuel, mais t'es tellement soucieux de ton image, t'es tellement soucieux d'être lisse, d'être vu comme quelqu'un de pondéré, que, comme je te le disais en introduction, le fait révolutionnaire, le rapport de force, etc., c'est quelque chose que tu méprises assez volontiers. Et je pense d'ailleurs que c'est ça qui fait que tu peux
pas m'encadrer avec d'autres défauts de personnalité que je peux avoir ou un passif par rapport au fait que quelque part, en ayant été dans cette conception de pensée du temps où j'étais militant, tu t'es dit ce mec-là c'est tout un tas de problèmes possibles et inimaginables. Je sais pas en fait ce que tu me reproches exactement, mais c'est pas grave. Moi je t'aime bien, mais je suis un petit peu déçu parce que quelque part, je pense incarner une bonne part de tes militants dans ma conception du rapport de force. Alors, parlons de la révolution à nouveau. Tu peux fédérer, c'est ce que je te disais, beaucoup de monde derrière toi pour engager un rapport de force, et là, je vais être plus précis, devant les médias. Il y a quelques-uns de tes sympathisants qui évoquent une possible manifestation devant les CSA. Je pense que tu connais très très bien l'emplacement du CSA. Tu sais très bien que c'est une grande tour de bureau où le CSA n'est qu'un bureau parmi tant d'autres dans un étage intermédiaire. On n'a pas accès à la tour facilement comme ça. Et il n'y a pas de place au pied de cette tour pour rassembler des milliers de gens. Donc en fait le CSA n'est pas pertinent du point de vue strictement opérationnel et en plus ça ne l'est pas du point de vue de la visibilité médiatique tout simplement parce qu'il n'y a pas de journalistes, de caméras, il y a personne. Donc la visibilité médiatique serait très limitée d'une telle initiative. Et ça serait très difficile en plus de pouvoir s'organiser concrètement pour faire une manif devant. Mais c'est pas grave, il y a déjà quand même une certaine logique déjà dans tes sympathisants à se dire bon bah le problème est quand même lié aux médias, donc c'est par là qu'il faut attaquer. Et tu sais très bien, je t'ai fait passer la documentation, tu sais très bien toute la documentation que je t'ai envoyée, tu n'as jamais répondu, hein, que moi je propose depuis des années que l'on se rassemble devant les médias pour instituer un rapport de force. Donc j'avais fait une vidéo là que je vais, à l'occasion de la publication de cet audio, que je vais supprimer parce que je me trouve encore, enfin je déteste communiquer, je suis très mauvais communicant, mais alors là sur celle-ci c'était particulièrement perceptible quoi, mes difficultés à communiquer. En plus j'ai filé des dates qui étaient absolument, qui ne sont pas les bonnes. Donc ici je vais redonner les dates. Du 4 mai au 9 mai, je prévois d'organiser, donc c'est moi qui vais déclarer, c'est pas toi, c'est pas l'UPR, tu vois, c'est déjà un bon point de vue. Mais devant la maison de la radio, un rassemblement qui est censé durer quelques jours. Donc le soir on rentre, on respecte les horaires déclarés, c'est pacifique. Quand je te disais qu'un rapport de force n'est pas nécessairement violent, j'y tiens. Là-dessus, je suis comme toi, je suis très légaliste, hein. Je considère que si on se retrouve à se confronter avec la police, d'abord, moi je peux pas prendre la responsabilité qu'il y ait des blessés parce que j'aurais fait n'importe quoi sur ce point de vue. Je suis très attaché à ce que les gens se sentent en sécurité s'ils participent à une opération que je propose. Mais ensuite, parce que justement, comme j'expliquais que c'est le régalien qui à un moment siffle la fin de la partie dans un processus révolutionnaire pour restaurer l'ordre, ça paraît assez logique finalement de ne pas se confronter à la police, puisque la police est quelque part extrêmement liée aux institutions régaliennes. Donc ça n'a aucun intérêt d'arriver à la confrontation. Par contre, si on déclare proprement qu'on respecte les horaires, qu'on fait les choses proprement, bah on est quand même des milliers. Hein, ça, il n'y a pas de souci, on est des milliers sous les fenêtres des grands médias et notamment la maison de la radio. Donc on se fait entendre, les grands médias ne peuvent pas nous ignorer, d'autant qu'on a envoyé des communiqués de presse, enfin voilà, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit propre. Et la pression est là. Je veux dire, on n'a pas besoin de tout casser ou de se batailler avec la police ou de pénétrer de force au sein de la maison de la radio pour que le rapport de force soit institué. Non, c'est assez simple comme point de vue. On fait pression parce qu'on est nombreux, on se montre qu'on est visible. Ce serait quand même la première fois depuis peut-être depuis mai 68 si ce n'a pas, enfin je sais qu'en mai 68 il s'était passé quelque chose apparemment à la maison de la radio, mais j'ai pas eu beaucoup de précisions et j'ai pas trouvé de la littérature là-dessus. Mais sinon ça n'est jamais arrivé en France. Je veux dire, est-ce qu'on a déjà vu une manif qui soit organisée devant les grands médias? Jamais. À chaque fois c'est entre République et Bastille ou entre République et Nation.
Les syndicats aiment bien faire ça en semaine, le matin. Ils font balader les vieux syndiqués qui croient qu'ils sont bien en train d'énerver le gouvernement, alors pas du tout. C'est une petite balade pour vieux syndiqués. Et puis voilà, on leur dit maintenant, il est 11 heures, les gars, chacun rentre à la maison, c'est terminé. Bon, c'est pour ça que les gens sont apathiques quelque part, parce que les manifestations actuellement sont organisées de telle façon à ce qu'elles n'inscrivent aucun rapport de force. C'est juste des petites balades, c'est rien du tout. À un moment, une vraie manifestation, ça se déroule dans un endroit qui est stratégique, hein, où on est sûr que ça puisse déboucher sur quelque chose, donc une institution sensible qui peut être le Parlement, qui peuvent être les médias. Voilà. Et tu le sais très bien qu'il faut à un moment instituer ce rapport de force. L'avantage que moi je te propose en disant que c'est moi qui organise ça, hein, c'est pas pour moi me faire un nom, parce que justement je communique peu, justement parce que je m'en fous. Je suis plus quelqu'un qui finalement préfère travailler dans l'ombre sur certains dossiers qui m'intéressent sur des plans opérationnels que communiquer. Là, je communique exceptionnellement et je vais me faire chier à communiquer un petit peu plus ces prochains mois pour organiser ça. Mais je déteste ça. Je suis pas quelqu'un qui veut être spécialement connu ou qui a des ambitions politiques. C'est pas mon truc. Je veux juste qu'on avance parce que j'en ai marre qu'on me prenne pour un con, qu'on considère que je suis de la viande, un moins que rien, un rien, hein, un sans-dents, un tout ce qu'ils veulent. Je suis pas ça. Je suis quelqu'un qui est respectable comme tous les citoyens en France, et je considère qu'à un moment, voilà, si on n'est pas respecté, bah, il faut clairement faire quelque chose. Bon, voilà, je m'inscris dans cette ligne de conduite, et c'est pour ça que je considère qu'il faut instituer un rapport de force. Mais ton avantage, donc, c'est que, étant extérieur à l'UPR, et en même temps, très connecté à des tas de réseaux, comme toi, il y a des gens qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui apprécient ce que je fais, qui lisent mes publications. Beaucoup d'anarchistes, ça c'est un truc que j'ai jamais vraiment capté. Je pense que c'est le fait que je sois un démocrate radical, que je parle de fédération de communes à ma façon, ou du droit de résistance, justement, qui font que beaucoup d'anarchistes s'intéressent à mon discours, alors que pourtant je suis quand même j'ai des idées fortes sur l'État. Mais il y a beaucoup d'anarchistes qui suivent mes travaux, et il y a beaucoup de gens qui ne votent pas et qui suivent mes travaux. Et le fait c'est que comme ça se ferait certainement sous un angle associatif, je travaille déjà avec des gens autour de cet événement. Bon, bah nous on serait juste là pour dire à tous ceux qui en ont marre des médias, qui sont intéressés au premier chef à ce que la censure soit brisée, que ce soit des partis politiques, des intellectuels, des collectifs divers et variés, de venir. Donc l'UPR, au même titre que le PRCF, le PARDEM, Solidarité et Progrès, ou d'autres entités, aurait tout à fait raison de dire nous on est d'accord avec ça, donc on appelle à se rassembler pile poil sur cet événement-là. Ce n'est pas nous qui organisons, ce n'est donc pas partisan, nous n'appelons pas ce n'est pas un phénomène, un événement qui est lié que pour les partisans du l'UPR, c'est beaucoup plus global. Ce qui fait que du coup, ça fait une caisse de résonance qui est beaucoup plus grande, et que dont l'UPR pourrait profiter. Puisque très clairement, nous on veut réclamer du temps d'antenne, entre autres revendications. Il y a les revendications, je les donne quand même, histoire que tu sois pas paumé. Mais il y a la question de la sortie de l'Union Européenne, l'euro et l'OTAN, évidemment. Au moins, ne serait-ce que par référendum. C'est quand même un minimum, même si je considère qu'on n'en est plus à cette considération aujourd'hui. Mais enfin bon, soyons démocratiques, proposons un référendum sur la question. La constituante, puisque toi c'est peut-être pas ton cheval de bataille, mais ça l'est quand même pour énormément de gens, et peut-être beaucoup plus encore que le nombre de tes partisans en France. Donc que ça te gêne ou pas, on veut une constituante. Il y a aussi le fait de... Alors ça c'est difficile à jouer comme carte, mais pour moi c'est légitime. La destitution d'Emmanuel Macron. D'abord parce que c'est un usurpateur. Je veux dire, sur le plan moral, politique, ce qui s'est passé avec les médias sur sa promotion, y compris dans les médias publics, à outrance, c'est une élection qui nous a été volée, comme les précédentes du reste. Je veux dire, ça ne change pas grand-chose. Mais ça a été tellement flagrant que, bon, c'est de l'usurpation. Et
Tu sais très bien que, par exemple, lorsque Charles de Gaulle avait rédigé l'ordonnance de rétablissement de la légalité républicaine en France, il y avait une petite mention qui avait produit toute une littérature juridique et philosophique sur cette idée que la France euh, était sous l'autorité d'un gouvernement de fait qui n'était pas légitime. Alors j'ai plus exactement les termes, mais enfin voilà, De Gaulle, pour pouvoir se légitimer son gouvernement, disait que le gouvernement de Vichy était illégal. C'était un petit peu le sujet de son ordonnance pour pouvoir se légitimer. C'est vrai, les moments révolutionnaires sont des moments un peu compliqués où, comme il s'agit de remplacer une oligarchie par un gouvernement provisoire, transitoire, il faut se légitimer et délégitimer en même temps le gouvernement précédent, l'autorité précédente. Donc ça, on peut le faire, et c'est là où tu pourrais d'ailleurs énormément aider, parce que sur le plan moral, c'est une chose, sur le plan juridique et constitutionnel, c'est beaucoup plus compliqué. Mais toi, t'es bon là-dedans. Alors certes, t'es pas avocat, t'es pas juge, etc. Mais les concepts de haute trahison, tu les maîtrises pas trop mal. Tu connais assez bien les dossiers. La vente d'Alstom, pour moi, ça constitue de la haute trahison parce que euh, tu sais très bien que dans le Code de la Défense, c'est d'ailleurs sous une ordonnance de De Gaulle qui a été transposée ensuite dans le Code de la Défense, qui expliquait bien que la politique de défense de la France comportait le fait se faisait au travers de toutes les politiques publiques. Et quelque part, alors pareil, dans les lois du Code pénal sur la haute trahison, la trahison, c'est la violation des intérêts fondamentaux de la nation, qui sont bien codifiés aussi dans le Code pénal, dans l'article 410, je crois, enfin 410. J'ai plus tout ça en tête. Mais bon, les intérêts fondamentaux de la nation, c'est notamment le fait de disposer de notre indépendance industrielle, au moins ne serait-ce que sur ce qui permet de produire nos matériels de défense. Je veux dire, Alstom, là actuellement c'est les chantiers navals, Naval Group, alors c'était autrefois j'ai plus l'acronyme, mais enfin, les chantiers navals qui permettaient de construire nos navires militaires, qui sont actuellement vendus à nouveau. Là, on parle de vendre ces chantiers militaires. Bon, pour moi, ça, c'est de la haute trahison. C'est clairement de la haute trahison. Mais de la même façon, Macron, quand il était sous le ministre des Finances, sous le gouvernement Hollande, il participait au Conseil de défense en tant que ministre des Finances, parce que lorsqu'il fallait ouvrir des crédits pour notamment livrer des armes à un CNT fantoche et puis tout un tas de rebelles qui faisaient du bon boulot, d'ailleurs selon Monsieur Fabius, le Front Al-Nosra, etc. Bon, il fallait bien ouvrir les crédits, il fallait bien qu'un ministre des Finances contresigne ce genre de documents. C'était aussi d'ailleurs l'époque où on bradait déjà qu'on bradait Alstom. Donc, il a trempé là-dedans. Il a complètement trempé. Je veux dire, si on a de l'honneur, si on veut pas tremper dans des magouilles et que un président ou un premier ministre veut nous embarquer dans quelque chose qui est illégal ou immoral, on remet sa démission et on garde son honneur sauf. Peut-être qu'on a perdu un bon poste, mais en tout cas, son honneur est sauf. Lui n'a pas d'honneur. Il s'en fout de verser dans l'illégalité parce qu'il se dit de façon tout à fait arrogante comme ses comparses, qu'il peut faire toutes les saloperies du monde, il est surprotégé. Personne ne vient l'inquiéter. Donc, quelque part, ces gens-là rentrent assez aisément sur les limites de l'illégalité. C'est difficile à pouvoir expliquer, ça demande du temps, il faut rentrer dans le fond des dossiers, mais c'est quelque chose que tu sais très bien faire, et beaucoup mieux que moi d'ailleurs, je suppose, sur ces sujets-là. C'est tendancieux, c'est compliqué, mais je pense en tout cas qu'il faut exiger la révocation de M. Macron, parce que
d'abord, il faut faire une révolution. Donc, qui dit révolution, dit faire sauter l'oligarchie en place. Et le chef d'État qui est à la tête de tout ça doit évidemment être évincé. Sinon, on ne pourra jamais instituer un gouvernement provisoire. Donc, voilà, ça c'est une revendication, la destitution de M. Macron. Tu n'es pas obligé d'y adhérer, tu peux très bien prendre tes précautions et dire nous invitons tous les sympathisants de l'UPR qui le veulent à nous renforcer sur cette manifestation, à se joindre. Cependant, nous ne sommes pas d'accord avec quelques-unes des revendications, mais nous sommes d'accord avec celles-ci qui sont portées. Tu peux très bien poser les nuances qui, toi, t'intéressent. Moi, en tout cas, je dirais qu'il faut destituer Macron. Et dernière revendication, du temps d'antenne. Alors évidemment, on va dire que la charte de Munich, ça doit être respecté, ne serait-ce que sur les médias publics ou les médias subventionnés. C'est une évidence, mais enfin, ça c'est comme la Constitution. Les lois existent, c'est pas pour autant qu'elles... les lois sont faites pour être violées impunément, de toute façon. Hein, ça, on a bien compris. Donc c'est là où le rapport de force change quand même un petit peu les choses. Parce que quelque part, quand on réclamera de la diversité d'opinions politiques dans les médias, on va être très clair, on va dire nous on veut entendre ces gens-là, on veut avoir du temps d'antenne pour pouvoir faire entendre les gens qui sont censurés actuellement, les idées qui sont censurées actuellement, on va vouloir les faire entendre au moins à équité avec les idées libérales, européistes, atlantistes, etc. Donc c'est très clairement là-dessus que se jouera le rapport de force, c'est sur du temps d'antenne que l'on va réclamer, notamment pour que toi et d'autres puissiez vous exprimer à la radio de façon suffisamment importante pour que votre message devienne audible. Donc c'est là où tu aurais tout intérêt à dire, mais ils veulent instituer finalement une confrontation avec les médias pour mettre les journalistes face à leur responsabilité. L'UPR a besoin de ça, de ce temps médiatique. Donc, on aurait raison finalement de se lancer là-dessus. Et c'est là où je t'appelle finalement à nous aider. Parce que tu es un moteur. Alors, quand je dis tu es un moteur, puisque tu incarnes l'UPR, donc l'UPR est un moteur de la dissidence, parce que finalement, c'est dans les 4 partis d'opposition sincères. Alors, je vais les citer, le PARDEM, le PRCF, Solidarité, Progrès et l'UPR, tu es le plus gros. Les autres partis sont de pseudo-opposition, que sont Debout la France. J'aime bien Dupont-Aignan, c'est un gars sympathique en plus. Vraiment, j'ai pu discuter avec lui, mais bon, il joue trop un jeu politicard et ça le dessert. Le Front National et le Front de Gauche, on n'en parle pas. Il y a des adhérents qui sont de ces partis-là, qui sont très sympathiques et pas forcément stupides et qui sont tout à fait raccord avec les idées de sortie de l'UE, l'euro et l'OTAN. Mais bon, enfin, on sait très bien ce que c'est que ces partis. Donc finalement, il y a 4 micro-partis qui sont censurés. Était d'ailleurs assez con pour finalement les snobber ou même parfois être méprisant. Je trouve que tu as été d'un mépris avec Jacques Cheminade et son parti. Franchement, c'est le genre de choses que tu pouvais t'éviter. Mais de toute façon, là aussi, c'est un truc où t'es con. Philippot, c'est pareil. Quand tu avais grillé qu'il venait suivre tes conférences en douce, t'aurais très bien pu relever. Ne pas forcément trop t'en faire l'écho en disant je prends note que lui nous suit, ça explique peut-être pourquoi il est si farouchement hostile à l'UE et l'euro, parce que je pense qu'il est tout à fait sincère en plus, hein, il est tout à fait d'accord, il faut pas non plus dire qu'il fait ça pour prendre une option politique particulière dans un délire de carrière. Non, je pense qu'il est réellement convaincu lui aussi qu'il faut sortir l'euro et l'OTAN, que tu lui as certainement beaucoup appris mais qu'il n'y a peut-être pas que toi. En tout cas, tu lui as laissé aucune porte de sortie ou d'entrée, on va dire, pour te rejoindre, pour pouvoir faire en sorte que l'UPR dispose d'une notoriété nouvelle qui puisse aider au plébiscite de l'UPR, à sa communication, à sa promotion, à sa médiatisation. Non, t'as pas respecté d'ailleurs une règle de diplomatie qui est assez connue, qui est de ne jamais humilier ses adversaires qui peuvent le lendemain se retrouver être ses alliés de circonstance. C'est d'ailleurs un point qui fait que ça peut
ça peut poser question sur finalement tes qualités en matière de diplomatie pour gérer les affaires étrangères, puisqu'un président c'est d'abord ça, quelqu'un qui gère nos relations avec l'étranger. Or, je sais pas si, je pense que tu as lu L'Art de la guerre de Sun Tzu et que tu connais un petit peu le milieu diplomatique puisque c'était quand même l'essentiel de ton boulot quand tu te baladais à droite à gauche dans le monde. Tu sais très bien qu'il est une règle tacite de ne pas humilier ses adversaires. Je veux dire, il y a des adversaires qui le méritent très clairement et qui resteront des adversaires idéologiques à jamais, mais enfin des partenaires objectifs sur des troncs communs que sont la sortie de l'UE, l'euro. Bon, l'OTAN apparemment il cherche à se démarquer un peu en disant on veut juste sortir du commandement intégré. Bon, ça mérite une discussion politique. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Je veux dire, le problème pour le moment c'est surtout l'UE et l'euro. Si déjà on récupère notre souveraineté, ma foi, qu'on soit dans le commandement intégré de l'OTAN ou pas, ça changerait pas grand-chose. On y était sous De Gaulle. Bon, donc c'est une discussion politique, c'est un point de débat où l'UPR peut rester tout à fait d'ailleurs raccord avec ses idéaux. Mais tu l'as humilié, donc il était évident qu'il ne pouvait pas rejoindre l'UPR. Et ça, tu as trop tendance à le faire. Cheminade, c'est pareil. Tu as été méprisant avec lui. Donc, c'est plus difficile ensuite pour ces gens-là de se dire bon, on va essayer de faire front commun avec François Asselineau d'une façon ou d'une autre. Parce que tu es méprisant avec des gens qui peuvent être des partenaires objectifs. Et ça, à un moment, il faut être clair. Il faut faire la concorde avec ceux qui partagent les mêmes idéaux. Parce que les esprits de boutique, les esprits de chapelle, on n'en a rien à foutre, nous, les militants. On n'est pas dans ce schéma-là. Toi, tu fais ta carrière politique, tu as décidé d'être président de la République un jour, c'est très bien, tant mieux. Ça nous permet d'être très satisfaits, de se dire comme nous, on ne veut pas le faire, on vise pas ce genre de choses. Il faut bien que des gens soient volontaristes pour arriver jusque-là. Donc, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, n'humilie pas des gens qui peuvent être des partenaires objectifs du point de vue politique. Je suis désolé, Cheminade, c'est pas du tout un uluberlu comme tu as pu le signifier à une certaine époque. C'est quelqu'un qui est très intelligent et qui a une vraie vision industrielle pour la France, qui ferait un excellent ministre de l'Industrie. Donc tu n'aurais pas dû l'humilier. Et c'est quelqu'un qui partage tout à fait tes idéaux sur la question de la sortie de l'UE, l'euro et l'OTAN. Et quand lui parle d'un projet eurasiatique général, il s'inscrit de toute façon dans une idée qui est assez générale en ce moment, y compris chez les gens qui sont tout à fait eurolucides, qui est de dire on peut tout à fait avoir des coopérations internationales qui permettent de lancer la route de la soie parce que c'est intéressant. Effectivement, moi je suis d'accord avec ça. Lancer la route de la soie, y compris pour la France, ça peut être très intéressant d'avoir 2 ou 3 voies de chemin de fer qui permettent de relier l'ouest de l'Eurasie à la Chine. Je vois pas ce qu'il y a du luberlu à penser ça ou de s'inscrire dans un projet mondialiste alternatif. Non, c'est un projet tout à fait cohérent pour les ambitions d'avenir. Voilà, il parle de développer énormément le spatial, je suis d'accord avec lui, il faut développer le spatial parce qu'on sait que la recherche sur les technologies spatiales permet effectivement d'aboutir à des technologies qui seront utilisées sur notre planète, pour le coup. Donc il faut pas lui... Je vois pas pourquoi tu l'as humilié. Ce type est intelligent, tu as peut-être des désaccords avec lui, mais ça n'est pas un uluberlu. Et c'est pas du tout un sectaire. Et moi je connais des gens de Solidarité Progrès, j'ai pu rencontrer aussi Jacques Cheminade, c'est un type tout à fait attachant. J'ai lu son livre, que toi tu devais écrire un livre, tu ne l'as jamais écrit. Lui au moins il s'est fait chier à en écrire quelques-uns. Bon, respecte un petit peu. Je sais pas, qu'est-ce que ça te coûte de respecter un peu ces gens-là et prendre tes précautions de telle façon à faciliter les coopérations. Enfin, je veux dire, c'est de la diplomatie de base. Hein, je veux dire, si un jour tu veux, à travers la francophonie, instituer un rapport de force, pour le coup, au niveau international, contre les États-Unis, par exemple, et puis leur supplétif sur des problèmes de guerre à faire cesser, si quelque part tu te fâches avec ceux qui peuvent être tes alliés objectifs un jour en les humiliant,
bah, ça va être difficile pour toi de peser au niveau international. C'est pas parce qu'on est français au Conseil de l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU, etc., que ça suffira. Il faut pas humilier ses partenaires. C'est quelque chose que je trouve inconséquent de ta part. Alors, je te disais tout ça parce que on va avoir besoin de monde. Donc il va falloir avoir tous les réseaux pour une telle manif et que l'UPR ne suffira pas. Donc c'est là où c'est intéressant que l'UPR n'organise pas une telle manif, mais par contre appelle à manifester. Je te disais aussi ça parce que comme je suis un révolutionnaire qui est parfaitement assumé, et que je dis qu'il faut foutre en l'air un gouvernement, c'est bien parce qu'on peut le remplacer. Tu n'es pas sans savoir que l'article 7 de la Constitution dispose qu'en cas de vacance de la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui reprend la main pour assurer la continuité de l'État. Mais ce même article de Constitution ne précise pas, ne dit rien sur le gouvernement. Donc, si c'est une révolution qui a débouché sur la vacance de la présidence de la République, très clairement parce que voilà, les révolutionnaires ont réussi à faire en sorte que soit évincé le chef de l'État du moment. Le président du Sénat reprend la main. Et il faut un gouvernement. Mais évidemment, le président du Sénat étant le rescapé quelque part d'une purge qui est quand même commencée, parce que il n'y a pas que le chef de l'État dans ce cas-là qui tombe. Hein. On peut se douter que non seulement tout le gouvernement tombe, mais que beaucoup d'autres personnes encore vont tomber. Hein. Une révolution, c'est pas un petit moment sympathique où on va dire bon bah on veut juste la tête du chef de l'État et puis on s'arrête là. Non non, c'est un phénomène qui est quand même beaucoup plus une crise politique majeure. Donc tu sais très bien que ça entraînerait une purge. Et le président du Sénat, qui est Gérard Larcher, serait très content. Il se dirait « Je suis épargné. Sur toute la purge qui est actuellement en cours, je suis l'un des rares oligarques qui est épargné. Donc je ne vais pas me mettre en porte-à-faux avec les révolutionnaires, d'autant que je suis là pour peu de temps. Je veux finir ma carrière dignement. Hein, c'est là aussi la logique de diplomatie, y compris pour les révolutionnaires. On ne cherche pas à humilier les partenaires objectifs du moment, si ça peut nous permettre d'avancer là où on le souhaite. Donc, on lui dit, vas-y, prends la tête du pays, t'es chef de l'État pour 2-3 mois, le temps d'organiser de nouvelles élections, mais nous, on t'impose notre gouvernement. Et dans ce cadre-là, puisqu'il faudrait un gouvernement, il nous faudra des ministres. Donc il faudrait quelque part que les révolutionnaires plébiscitent leur gouvernement idéal. Et il me paraît assez sensé que tu en fasses partie, à minima comme ministre des Affaires étrangères, voire comme Premier ministre. Donc, et ça n'empêcherait pas que ensuite tu puisses postuler au mandat de président de la République dans un cadre électoral, puisqu'on aurait organisé une nouvelle élection. Mais dans l'attente, on aurait besoin de toi. Je veux dire, il s'agit de sortir de l'UE, l'euro et l'OTAN. Bon, bah, écoute, dans un gouvernement provisoire et révolutionnaire, ma foi, t'aurais ta carte. Mais ça signifie pour ça qu'il faut s'allier avec d'autres gens. Et il y a d'autres gens qui sont très écoutés dans nos milieux. Je veux dire, sur toutes les questions de monétaire, par exemple, Jacques Sapir est très apprécié. Sur la question économique, il pourrait être un excellent ministre de l'économie. Il n'est peut-être pas dans l'UPR, mais c'est un intellectuel qui fait consensus, qui est apprécié. Qu'est-ce qu'on pourrait dire c'est vrai que sur les questions de défense ou d'affaires étrangères, il y a moins de têtes connues, donc même si j'ai des idées en tête, voilà, je veux dire, il y a peut-être Franck Lepage, voilà, qui est quelqu'un de très connu dans les milieux alternatifs, qui est d'ailleurs très hostile à l'UE, qui fera un excellent ministre de l'Éducation nationale ou de la culture. Il y a, je sais pas, réfléchissons comme ça sur des ministrables. Claude et Lydia Bourguignon à l'agriculture, par exemple. Il n'y a pas que, hein, il y a des tas de gens qui sont très très intéressants et qui sont pas très connus, mais qui nous rassureraient pour conduire les affaires publiques. Parce que tu sais très bien, cher François, que c'est très difficile de mettre d'accord les gens sur un programme. Par contre, c'est beaucoup plus facile de les mettre d'accord sur une idéologie, sur un programme d'ensemble, on va dire, une vision politique à travers des têtes. Ben oui, parce que Jacques Sapir, il incarne la sortie de l'euro sur sa seule tronche.
Hein, quand on pense à Jacques Sapir, on pense immédiatement à la sortie de l'euro. Bon, bah voilà pourquoi il fera un excellent ministre de l'économie et très fédérateur pour notre propre réseau, parce que tout simplement on lui ferait confiance, de la même façon qu'on aurait la confiance en toi sur ce sujet-là et sur d'autres en matière d'affaires étrangères notamment. Bon, on a besoin quelque part d'incarner des idées, et c'est beaucoup plus facile de mettre d'accord des gens sur des têtes que sur des idées politiques où finalement chacun va pinailler sur des détails, des choses comme ça. Une vision politique est beaucoup plus fédératrice dès lors que l'on parle de personnes qui sont là pour la représenter, l'incarner. Donc constituer un gouvernement provisoire serait une logique révolutionnaire, et c'est d'ailleurs la logique de toutes les révolutions, surtout quand elles sont bien faites et bien anticipées. Alors t'es pas révolutionnaire, ça je l'entends, mais tu t'en fous. Je veux dire, quelle est l'importance? Toi, tu peux très bien garder ta ligne de conduite légaliste, électorale, blablabla, blablabla, tout en sachant qu'il y a d'autres gens en France qui sont plus activistes, qui sont plus révolutionnaires pour le coup, et qui t'ignorent pas, qui considèrent que tu fais partie de l'équation politique de tout ça. Donc, quelque part, tu serais un peu porté par eux. Mais ça demande des synergies aussi à un moment. Il est nécessaire que les intellectuels et élites politiques du monde alternatif comprennent qu'ils ont besoin d'alliés objectifs dans des réseaux qui sont beaucoup plus offensifs qu'eux. Hein, parce que, par exemple, Jacques Sapir, bon, lui est un intellectuel, donc du coup, il restera dans sa neutralité d'intellectuel. C'est pas quelque chose sur lequel il s'engagerait spontanément. Toi, t'es un politicien qui a tes visées morales, conservatrices, légalistes, etc. Donc, tu n'es pas censé t'impliquer directement dans un processus révolutionnaire. Mais tu sais que d'autres, eux, par contre, le veulent bien. Et qu'ils t'ignoraient pas que tu fais partie de l'équation. Donc, à ce moment-là, tu peux très bien avoir des façons de coopérer qui sont plus ou moins cachées, plus ou moins visibles, ça dépend des sujets, ça dépend des façons de faire, mais qui de toute façon ne peuvent que permettre d'avancer pour l'UPR. Donc voilà, il y a quelque part un manque de stratégie flagrant, je trouve, chez toi, qui me fait halluciner parce que tu es quelqu'un de redoutablement intelligent, qui a en plus une culture historique énorme, et c'est là-dessus que je te le reproche, justement, ce manque de vision, c'est que ne serait-ce que le fait de bien connaître l'histoire devrait indiquer que quelque part la révolution c'est pas à mettre complètement à pousser de côté, quoi. C'est quelque chose qui risquera bien d'arriver d'une façon ou d'une autre en France, et qu'il vaut mieux encore qu'elle soit préparée et quelque part encadrée pour que ça se passe le mieux possible, que ça débouche sur quelque chose qui soit favorable, qu'une révolution qui soit liée à une crise majeure liée à la colère des Français parce qu'ils en ont marre mais qui ne comprennent toujours pas ce qui se passe parce que, par exemple, toi, tu n'es toujours pas médiatisé pour leur expliquer. Donc, et qui ferait que, par exemple, on arriverait à un système fédéral européen à l'issue de cette crise parce qu'il y aurait toujours les mêmes abrutis qui nous diraient pour régler la crise, il faut arriver à la fédéralisation pour régler ça. Bon, voilà. Les bourgeois, en 1789, ont réussi d'une certaine façon à prendre le pouvoir à travers cela, à travers une colère populaire qu'ils ont su tourner à leur avantage, et qui n'était pas forcément à l'avantage des Français, en dépit des quelques progrès qui étaient permis à cette époque. Donc, il vaut mieux avoir une révolution sous contrôle et la préparer. C'est d'ailleurs ce qui distingue la révolution de l'insurrection, c'est que l'insurrection, elle est préparée, elle est planifiée, et garder le contrôle. Toi, finalement, tu te désintéresses de tous ces gens qui sont prêts à aller vers la révolution, qui sont prêts à tout mettre en œuvre, à mettre tout leur temps, leur énergie, leur âme, leur réseau, leur finance dans cette affaire-là. Et au final, malgré le fait que ce soit des partenaires objectifs, une espèce d'armée de l'ombre,
tu les méprises. Il faudrait que tu arrêtes avec ça. Vraiment, hein. François, tu es un type bien, tu es un remarquable pédagogue, tu as fait énormément pour, éveiller les Français, et je t'en remercie. Mais putain, mais qu'est-ce que t'es con là-dessus? Je suis désolé, hein, je parle avec mes mots à moi, mais là-dessus, t'es con. T'es vraiment con. T'as pas de vision, t'as pas de sens stratégique, t'es trop enfoncé dans ton image, le culte de ta personnalité, tes motivations personnelles à être président de la République, mais qui ne sont pas les motivations de la majorité des gens. Enfin, essaye d'écouter un petit peu le peuple dans ce qu'il est réellement. Je dis pas que j'incarne mieux le peuple que toi dans mes idéaux, mais j'incarne certainement mieux dans mon niveau de vie, dans mon aspiration à ce que ce soit un petit peu plus offensif, parce que j'en fais bien plus partie que toi sur ce point de vue-là. Je ne fais pas partie de la minorité qui vit bien, qui a un certain confort de vie, qui est assez à l'abri, qui peut se permettre d'être patient, d'être pondéré. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui peuvent se permettre d'être patients et pondérés. Vraiment pas. Et je suis comme la majorité des Français, finalement, parce que, comme je te le disais en début d'audio, eh ben pendant que toi, tu fais le cycle électoral, tu participes à ce jeu-là, eh ben, en attendant, il y a des gens qui crèvent. Et voilà, moi je fais partie de ces gens qui d'une certaine façon se sont tués socialement et qui essayent de ne pas mourir. Et d'autres plus malchanceux, plus malheureux que moi, eux s'en sont déjà morts. Et d'autres vont mourir encore cet hiver et vont mourir durant l'année qui vient et les années qui vont venir. On peut empêcher des gens de mourir, que ce soit socialement ou physiquement à proprement parler, si on reprend le contrôle du pays le plus vite que possible et qu'on institue les réformes les plus essentielles. Donc mets-toi dans ta poche les gens qui sont plus activistes. À la rigueur, je peux tout à fait comprendre que tu dis, bon, bah, voilà, sur certaines façons de faire, sur certains terrains, sur certains angles d'attaque, peut-être qu'il faut prendre quelques précautions juridiques et faire un petit peu attention dans la communication, des choses comme ça. Je comprends. Ça, c'est des choses où il faut discuter, où il faut pas hésiter. Je suis pas fermé, moi. C'est toi qui es fermé. C'est toi qui es vraiment fermé. Parce que tu mystifies la question révolutionnaire alors que tu es quelqu'un d'éduqué sur l'histoire. Alors voilà, François, je crois que j'ai fait le tour. C'est déjà un audio assez long, donc je vais pas aller plus loin. Je t'encourage à appeler tous tes adhérents à venir manifester à partir du 4 mai. Donc ça se fera certainement à 11h sur la place de la Bourse devant l'agence France Presse. Hein. C'est là que l'agence France Presse se situe. Il y a une grande place, on pourra se réunir. On débutera ensuite un cortège qui nous mènera devant la maison de la radio. Là aussi, il y a une grande place sur l'avenue Kennedy. J'y étais plusieurs fois. Et pendant 4 jours, on va vraiment faire chier les journalistes de telle façon à réveiller Français. Je veux dire, il y aura un buzz sur les réseaux sociaux, simplement si on est plusieurs milliers à dire, bah, on y est, regardez, on est nombreux, on est là, il y a une tribune avec des assemblées populaires, bah tiens, il y a justement M. Asselineau qui est programmé à telle heure pour s'exprimer à la tribune, justement sur le sujet des médias. Et il y aura certainement une web radio qui va permettre de relayer tout ça, du YouTube en direct, du stream, des tas de choses. Enfin voilà, un vrai truc sympa, populaire, bien diffusé sur Internet et bien visible avec des journalistes qui ne pourront pas faire autrement que venir nous demander pourquoi on est là. Enfin, je veux dire, t'as tout à gagner dans cette histoire. Je veux dire, les Français apprécieront de voir quelqu'un qui, sans avoir un discours vindicatif et débile, prend quelque part la posture d'un révolutionnaire. Et c'est ce qu'on attend un peu de toi, que tu te transcendes un peu, que tu ailles au-delà de toi-même. Peut-être que toi, ça te fait chier, ça te correspond pas, c'est pas ta façon d'être, et je le comprends. Mais repose-toi sur les gens qui sont plus dans cette façon d'être, parce que tu ne seras jamais comme ça, toi. Mais si d'autres gens le sont, et qui peuvent apporter justement ce que toi tu ne pourras jamais apporter personnellement, et que du coup ça puisse aider l'UPR et puis tous les Français de façon générale à revenir vers la souveraineté, c'est pas perdu. Arrête de penser que ça va être mal jugé, que ça va être considéré comme
du bruit pour rien, des agitations, des choses comme ça. Non, c'est très très bien vu. Les Français aiment la subversion, aiment les gens qui ont un peu de courage, qui se prennent en main et qui manifestent. C'est pas mal vu. Et ça se passera très bien, il n'y aura pas de violence, t'en fais pas, il y aura un service d'ordre, une coopération avec la police pour que les trolls, les excités notoires, etc. soient écartés, on fera les choses proprement. Il y aura des consignes qui seront constamment données et répétées pour dire on s'assoit si jamais il y a quelques imbéciles qui commencent à faire les cons, de telle façon à ce que les flics puissent les repérer. On se conduit calmement, sagement, on est dans un exercice démocratique, on n'est pas dans un délire de confrontation avec la police. Ça se passera bien. Donc n'imagine pas que ça sera pourri. Et puis on sera nombreux. Je veux dire, si toi tu appelles à ce que les gens viennent manifester, renforcer cette manifestation, ma foi, on sera nombreux. Tu peux en être certain. Donc voilà, bah écoute, cher François, je pense que de toute façon, comme d'habitude, tu m'ignoreras, hein, tu ne voudras pas répondre. Je t'avais envoyé de la documentation. Quand je t'avais proposé de faire un journal pour l'UPR à l'époque où j'étais adhérent, t'en avais pas tenu compte. La révolte monétaire, où j'avais présenté une petite conférence à l'université d'été qui expliquait que tout à fait légalement on peut franciser la monnaie, ce que tu avais d'ailleurs déjà expliqué dans une conférence en disant on peut, quand on restaurera la monnaie, il faudra mettre des coups de tampon dessus pour pouvoir la distinguer des autres monnaies nationales. Bon, bah, j'expliquais qu'on pouvait le faire nous-mêmes, et tout à fait légalement. Bon, tu t'en fous, c'était ça pourtant un combat symbolique de restaurer notre souveraineté de façon populaire sur la monnaie. Bon, t'as pas tenu. Décrochage de drapeaux européens qui sont quand même un combat tout à fait symbolique, une désobéissance civile tout à fait pertinente qu'on pourrait justement soulever dans une question prioritaire de constitutionnalité, le droit de résistance à l'oppression. Bah, t'aimes pas ça, parce que c'est pas ton truc. Faire en sorte d'entamer des procédures pour faire juger les traîtres, ça pareil, tu es pas dans cette démarche là, t'es pas offensif, putain de merde. François, peut-être que toi tu l'es pas, mais dis-toi qu'il y a énormément de gens dans ton parti et en dehors de ton parti qui le sont réellement et qui trouvent ça bien. Et il faut que tu considères que c'est un équilibre à avoir, il faut avoir les deux. La partie qui te correspond, qui est pondérée, morale, légaliste, très attachée à rester dans un certain ordre. Et puis des gens qui veulent un petit peu bousculer l'ordre. Voilà, il faut les deux. Il faut pas rester cantonné à une seule vision des choses. Et je comprends que tu sois subjectif, et que c'est très difficile de se transcender pour s'associer avec des gens qui veulent bousculer l'ordre, ses propres convictions, ses propres idées, mais c'est nécessaire. Bon Dieu de merde, qu'est-ce que c'est nécessaire? Alors transcende-toi un petit peu, François. Écoute, peut-être que finalement tu ne me mépriseras pas sur cet audio-là, que tu accepteras d'y répondre. J'espère, j'aimerais bien qu'à un moment t'arrêtes de considérer que je suis ton ennemi. Je t'aime bien, je peux être vivement critique avec toi, et quand je suis critique avec ta personnalité, c'est pas pour dire que t'es un connard fini, que t'es un mec détestable. Non, je dis simplement que ta personnalité, vu que t'as tes conservatismes et ta vision justement de l'ordre à respecter, qu'il ne faut pas être subversif, etc. C'est ça qui a toujours posé problème à l'UPR. Parce que justement, si tu avais été plus subversif ou que tu avais considéré qu'il fallait des gens à tes côtés qui l'étaient, comme Yannick Hervé, comme je l'étais, comme l'était Feu et Éric Marie, eh bien, peut-être que l'UPR aurait avancé un peu plus vite. Tu aurais justement pu avoir le contrôle en disant on va garder un certain cadre en faisant attention quand même à ce que ça déborde pas. C'était là où tu étais important avec les gens qui pensent comme toi, parce qu'il faut les deux. Mais il faut un équilibre. Et ça t'a pas intéressé d'avoir cet équilibre-là, d'en faire jouir l'UPR. Et c'est ça ton défaut de personnalité que j'ai toujours critiqué. C'était pas dire Asselineau est un connard fini parce que ceci, cela. C'était de dire que ta personnalité, très centrée sur ton ego, très sur ton image, sur l'ordre à respecter. T'es très, très à cheval sur l'ordre. T'es un conservateur, il n'y a pas photo. Je veux dire, t'es plutôt de droite, justement, sans doute, parce que tu es très conservateur, très une affinité avec l'ordre des choses. C'est très bien.
Il faut des gens comme toi. C'est super important. Je veux dire, moi, j'ai d'ailleurs une affinité pour les gens comme toi à la base. Mais en même temps, il faut avoir des gens qui savent bousculer l'ordre des choses, qui n'ont pas peur de d'être dans un schéma plus subversif, plus offensif. Tu seras jamais comme ça, mais à toi de faire confiance à des gens comme ça, dans ton propre parti, parce que tu as d'autres talents désormais, puisque Yannick Hervé est parti, que Régis Chamagne aussi est parti. C'est une énorme perte pour l'UPA, à mon sens. Que je n'y suis plus, que malheureusement Éric Marie est mort et que d'autres personnes comme ça ont résilié parce qu'ils en avaient marre, justement, que ça ne bougeait pas, que c'était pas assez offensif. Écoute-les, tes putains de militants. Ils n'arrêtent pas de te dire faut manifester, faut faire quelque chose. Écoute-les, vraiment. Il y a des tas de talents qui couvent, qui sont prêts à tout retourner. T'as juste à faire attention à ce que, du point de vue du droit, ça aille. Mais même si toi, t'as peur que ça entache l'UPR d'être un parti de fanfaron parce que tu aurais des gens un petit peu comme ça, en fait, ça ne te desservira jamais, ça ne desservira jamais l'UPR, ça ne pourra que le faire connaître plus encore. Vraiment, il faut que tu arrêtes avec cette trouille et cette sacralisation de ton image personnelle et de l'image de l'UPR. Il faut vraiment que tu arrêtes avec ça. Allez, je te fais la bise et crois-moi que je t'aime bien malgré tout ce que tu peux penser. Ciao.